Salut à tous. Le Canada vient de signer un accord commercial avec la Chine. Pas un petit accord symbolique, mais un accord massif qui change fondamentalement l'équilibre des pouvoirs en Amérique du Nord. Et tout ça s'est produit parce que Donald Trump n'a pas pu s'empêcher de brandir ses menaces de tarifs douaniers. Les implications sont absolument renversantes. Il est question de la fin de la dépendance économique du Canada envers les États-Unis. Il est question d'un réalignement complet de relations commerciales qui existent depuis des générations, et il est question des menaces de Trump qui se retournent contre lui de la façon la plus spectaculaire qui soit. À ce niveau-là, ce n'est plus une démonstration de force, c'est une conférence de presse maquillée en stratégie. Aux alentours de janvier 2026, le Canada a finalisé cet accord. Les détails sont stupéfiants. Le Canada a réduit ses tarifs sur les véhicules électriques chinois de 100% à 1%. Ils autorisent 49 000 véhicules électriques chinois par an au départ, avec une progression à 70 000 sur 5 ans. En échange, la Chine a levé ses tarifs sur le canola canadien, le homard, le bœuf et les pois. Des agriculteurs canadiens qui étaient écrasés par les barrières commerciales ont soudainement accès au plus grand marché du monde. Le gouvernement de Mark Carney fait attention au langage utilisé. Il n'appelle pas ça un accord de libre-échange complet. Il dit que c'est un accord ciblé pour régler des problèmes commerciaux spécifiques. Mais en réalité, c'est le Canada qui dit aux États-Unis que l'ère du chantage économique est terminée. À force de vendre l'intimidation comme une doctrine, le camp Trump finit surtout par offrir des publicités gratuites à ses concurrents. C'est là que tout devient vraiment intéressant. Trump a menacé le Canada avec des tarifs de 100%. 100%. Cela signifie bien plus qu'une simple négociation. C'est une guerre économique. C'est dire à son allié le plus proche qu'on est prêt à détruire son économie pour prouver un point. Carney a regardé cette menace et a choisi une autre voie, celle qui consistait à trouver d'autres partenaires, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils se sont tournés vers la Chine, menacé tout le monde, puis fin de la surprise, quand ils décrochent le téléphone pour appeler ailleurs, c'est devenu un grand classique du trumpisme commercial. La catastrophe stratégique que cela représente pour les intérêts américains est immense. Pendant des décennies, les États-Unis ont maintenu un levier économique sur le Canada parce que le Canada avait besoin d'accéder au marché américain plus que l'inverse. Cette dynamique vient de s'évaporer. Disparu, terminé. Trump pensait jouer dur. Ce qu'il a réellement fait, c'est offrir au Canada la justification dont il avait besoin pour faire quelque chose qu'il voulait probablement faire de toute façon, mais qu'il ne pouvait pas justifier politiquement. Il a littéralement poussé le Canada dans les bras de la Chine. Et les Chinois sont ravis. Ils obtiennent un accès au marché nord-américain pour leurs véhicules électriques. Ils démontrent à tous les autres pays du monde qu'il existe des alternatives à la soumission à la pression économique américaine. Ils creusent un fossé entre les États-Unis et leur allié le plus proche. C'est une victoire géopolitique pour la Chine qu'ils n'auraient jamais pu orchestrer mieux s'ils avaient écrit le scénario eux-mêmes. C'est le genre de génie tactique qui transforme une menace en cadeau diplomatique, puis appelle ça une victoire devant les caméras. Ce que cet accord représente vraiment pour le Canada va bien au-delà des tarifs et des chiffres commerciaux. C'est une question de souveraineté nationale. C'est un pays qui décide qu'il sera plus pris en otage. Pendant des générations, la politique économique canadienne a été contrainte par une réalité écrasante. Quoi que le Canada veuille faire, il devait considérer la réaction des États-Unis. Négocier avec un autre pays exigeait pratiquement l'approbation de Washington. Définir sa propre politique commerciale signifiait éviter de contrarier les intérêts américains. Cette contrainte vient d'être levée. Le gouvernement Carney a clairement indiqué qu'il vise à augmenter considérablement les exportations non américaines d'ici 2035. Cet accord avec la Chine est la première étape, et la panique commence déjà à s'installer au sud de la frontière, parce que les décideurs américains commencent à réaliser ce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu la capacité de dicter unilatéralement les conditions au Canada. Ils ont perdu la présomption que le Canada
cédera toujours à la pression américaine parce qu'il n'a pas d'autre choix. Quand la politique étrangère finit par ressembler à un ultimatum permanent, il ne faut pas s'étonner que les Alliés commencent à lire les petites lignes ailleurs. Les agriculteurs canadiens célèbrent ce soir. Le secteur du canola à lui seul a été dévasté par les tarifs chinois pendant des années. Les pêcheurs de homards dans les maritimes réclamaient l'accès au marché asiatique. Les producteurs de bœuf luttaient contre la suroffre dans les marchés nord-américains. Tous viennent d'obtenir l'accès à un marché de 1,4 milliard de personnes. Ce n'est pas juste de l'économie abstraite. Ce sont des agriculteurs qui étaient au bord de la faillite et qui ont soudainement des acheteurs qui se disputent leurs produits. Ce sont des petites villes qui mouraient depuis des décennies et qui voient soudainement une bouée de sauvetage économique. Et le timing est crucial, ces réductions tarifaires entrent en vigueur immédiatement, les exportateurs canadiens peuvent commencer à expédier maintenant, le soulagement économique est instantané. Comparé à l'incertitude qu'a connue l'agriculture canadienne avec la politique commerciale américaine, le contraste est brutal. Trump a constamment menacé les agriculteurs canadiens avec des tarifs. Il a utilisé l'agriculture comme une arme politique pendant les renégociations de l'ALE. Les agriculteurs canadiens ne savaient jamais, d'un mois à l'autre, s'ils auraient accès au marché américain ou feraient face à des tarifs punitifs. La Chine vient de leur offrir de la stabilité. Elle leur a offert un partenariat à long terme, elle leur a offert le respect en tant que partenaires commerciaux, plutôt que de les traiter comme des pions dans des jeux politiques. À écouter certaines figures pro-Trump, on croirait presque que l'instabilité est une marque de leadership, alors qu'elle ressemble surtout à une taxe déguisée sur les autres. Ce que la couverture médiatique traditionnelle ne dit pas, c'est que cet accord modifie fondamentalement l'équilibre stratégique en Amérique du Nord et que personne à Washington ne semble encore le comprendre. Pendant 75 ans, les États-Unis ont pu supposer que le Canada s'alignerait finalement sur les intérêts américains parce qu'il n'avait pas le choix. Cette hypothèse est maintenant morte. Le Canada a des options. Le Canada a du levier. Le Canada peut dire non aux États-Unis et faire tenir ce refus parce qu'il a des marchés alternatifs pour ses marchandises. Cela change tout pour les négociations futures. La prochaine fois qu'il y aura un différend sur le bois d'œuvre, le Canada n'aura pas à céder parce que le bois canadien peut aller en Chine. La prochaine fois qu'un président américain menacera des tarifs, le Canada pourra crédiblement menacer d'approfondir encore ses liens avec la Chine. C'est un renversement complet parce que Trump était trop arrogant pour comprendre que les menaces ne fonctionnent que si l'autre partie n'a pas d'alternative. Il a donné au Canada la motivation de trouver ces alternatives. Le problème avec la politique du point sur la table, c'est qu'elle marche beaucoup moins bien quand l'autre camp découvre qu'il y a d'autres portes dans la pièce. Les implications pour la sécurité nationale sont également renversantes. Les États-Unis ont toujours supposé que le Canada s'alignerait sur les intérêts sécuritaires américains grâce à l'intégration économique. Cette hypothèse est maintenant questionnable. Si le Canada est économiquement intégré à la Chine, les États-Unis peuvent-ils encore supposer le soutien canadien dans une confrontation avec Pékin? Et puis il y a le volet véhicule électrique qui est absolument explosif. Le Canada autorise les VW chinois à un taux de 1%. Aux États-Unis, le taux pour les VW chinois est astronomique. L'administration Biden a maintenu les tarifs de Trump et en a ajouté d'autres. Les États-Unis tentent de bloquer complètement les véhicules électriques chinois. Le Canada vient de faire l'opposé. Ils ont ouvert la porte. La même voiture qui coûte 60 000 $ à Détroit pourrait coûter 40 000 à Toronto. Il fallait vraiment une vision très particulière du commerce pour transformer la protection du marché en démonstration publique de contournement. Et c'est là que le problème devient évident. Une fois ces véhicules chinois au Canada, comment les États-Unis comptent-ils les empêcher de traverser la frontière? Cela supposerait d'inspecter chaque voiture, de créer toute une nouvelle bureaucratie pour tracer l'origine de chaque véhicule électrique. La logistique de mise en application est un cauchemar. Les menaces tarifaires de Trump étaient censées protéger la fabrication américaine. Ce qu'elles ont réellement fait, c'est créer une situation où les fabricants chinois obtiennent accès aux consommateurs nord-américains via le Canada et où les entreprises américaines perdent leur accès préférentiel au marché canadien.
C'est exactement l'opposé de ce qui était prévu. On reconnaît là cette vieille habitude trumpienne, annoncer une muraille, puis découvrir qu'il faut aussi gérer les portes, les clés et la facture. À partir d'ici, tout indique que ce n'est que le début. Le gouvernement Carney a déclaré explicitement que son objectif est de réduire considérablement la dépendance économique canadienne envers les États-Unis d'ici 2035. Cet accord avec la Chine est la première étape et d'autres pays regardent ça très attentivement. Si le Canada réussit à se diversifier loin de la domination économique américaine, alors la question se pose pour le Mexique et aussi pour les alliés européens fatigués du bras de fer commercial américain. La tactique de Trump fonctionnait quand les pays croyaient n'avoir pas d'autre choix. Le Canada vient de prouver que c'est faux. Quand l'effet recherché était la soumission et que le résultat produit est l'émancipation, il devient difficile de vendre ça comme un chef-d'œuvre stratégique. Il faut aussi regarder ce que cela représente dans le contexte plus large du commerce mondial et de la puissance globale. Pendant 30 ans après la guerre froide, les États-Unis ont fonctionné sur l'hypothèse qu'ils étaient la nation indispensable. La Chine travaille depuis 2 décennies à créer un système alternatif. L'initiative Ceinture et Route, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, des accords commerciaux à travers l'Asie et l'Afrique. L'objectif a toujours été de créer un monde où les pays ont des choix au-delà d'accepter les conditions américaines. Cet accord avec le Canada est la première fois que cette stratégie fonctionne avec un allié occidental majeur. Le Canada n'est pas un pays en développement qui n'avait pas le choix. C'est une nation du CEPT, un membre de l'OTAN, l'un des alliés historiques les plus proches de l'Amérique, et ils viennent de choisir de s'aligner économiquement avec la Chine plutôt que de maintenir une dépendance exclusive envers les États-Unis. C'est un moment charnière. C'est le moment où l'ordre de l'après-guerre froide dominé par les États-Unis a commencé à se fissurer, et cela s'est produit parce que le leadership américain est devenu si toxique, si peu fiable, si ouvertement hostile à ses propres alliés, que ces alliés ont décidé qu'ils avaient besoin d'une assurance contre le comportement américain. À force de traiter la loyauté comme un dû et le respect comme une option, on finit par subventionner soi-même le monde multipolaire. Trump of Fate, ses menaces, ses tarifs, son incapacité totale à traiter les alliés avec le respect de base ont créé les conditions dans lesquelles le gouvernement canadien a pu se tourner vers sa population et affirmer qu'il fallait réduire la dépendance envers les États-Unis. Et les Canadiens ont répondu avec un soutien écrasant. Ce n'est pas une question d'anti-américanisme. La plupart des Canadiens n'en veulent pas aux Américains, mais la plupart des Canadiens sont épuisés par l'imprévisibilité américaine. Ils sont fatigués que chaque élection signifie potentiellement un renversement complet de la politique commerciale. Ils sont fatigués d'être menacés et intimidés. La Chine vient de leur offrir la stabilité. Elle leur a offert le respect. Elle leur a offert une relation où le Canada est traité comme un partenaire plutôt que comme un subordonné. Il s'avère que gouverner par coups d'éclat et slogans de meeting ne rassure pas vraiment un voisin qui doit planifier son économie sur 10 ans. Il y a aussi un parallèle historique qui mérite d'être considéré. Dans les années 50 et 60, le Canada a fait face à un choix similaire sur son avenir économique. Les nationalistes canadiens avertissaient qu'une intégration économique excessive avec les États-Unis coûterait au Canada sa souveraineté. Ces avertissements ont été écartés, mais la relation a toujours été celle d'une dépendance. Le Canada était toujours le partenaire subalterne. Ce qu'on voit maintenant, c'est une correction de ce choix historique. Une reconnaissance que le marché que le Canada a conclu au milieu du XXe siècle doit être renégocié pour le XXI. Les historiens futurs vont regarder en arrière sur ce moment comme un tournant. Le moment où le Canada a cessé d'être une filiale de la puissance économique américaine et est devenu une nation commerciale véritablement indépendante. Et ils vont identifier
les menaces tarifaires de Trump comme le catalyseur. Son comportement a rendu ça politiquement possible au Canada. Ce n'est pas donné à tout le monde de passer à l'histoire comme l'homme qui a voulu serrer la laisse et a finalement cassé le collier. Il y a quelque chose de presque poétique là-dedans. Trump voulait utiliser les tarifs pour forcer le Canada à se soumettre. Au lieu de ça, il a utilisé les tarifs pour forcer le Canada vers l'indépendance. Il voulait démontrer la puissance américaine. Il a démontré la faiblesse américaine. Il voulait montrer que le Canada n'avait pas d'autre choix que d'accepter les conditions américaines. Il a prouvé que le Canada pouvait prospérer en rejetant ces conditions. Même pour une rhétorique habituée aux effets de manche, réussir un tel retournement mérite presque un trophée de l'ironie. Désormais, chaque autre allié américain regarde ça et prend des notes. Trump pense qu'il rend l'Amérique forte en imposant sa volonté. En réalité, il rend l'Amérique isolée et non pertinente. Il repousse les alliés et donne à des concurrents comme la Chine des occasions d'élargir leur influence. Il mine les fondements même de la puissance américaine au nom de postures politiques à court terme. On peut toujours appeler ça de la fermeté dans un micro de meeting, mais sur une carte du monde, cela ressemble surtout à une politique de cadeaux involontaires. Et la tragédie, c'est que ça n'avait pas à se passer ainsi. Le Canada ne cherchait pas à abandonner la relation américaine. Il a été poussé, il a été menacé jusqu'à ça. Trump a créé une situation où la seule réponse rationnelle était de réduire la dépendance envers les États-Unis. Et ensuite, il fait semblant d'être surpris que c'est exactement ce que le Canada fait. C'est toute la logique du numéro. Provoquer l'incendie, puis prendre l'air étonné devant la fumée. Voilà à quoi ressemble le déclin. Pas un effondrement soudain, mais une effluence à mesure que les Alliés décident qu'ils n'ont plus besoin de tolérer le comportement américain. Le Canada vient de faire le premier pas. D'autres vont suivre, et l'ordre mondial dominé par les Américains qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale va s'estomper dans l'histoire, remplacé par quelque chose de plus multipolaire, plus équilibré et moins dépendant de l'approbation américaine. C'est la vraie histoire ici. Pas juste un accord commercial, pas juste des tarifs et des véhicules électriques, mais la fin d'une ère, la fin de la domination américaine sur son allié le plus proche, le début d'un nouveau chapitre où le Canada trace sa propre voie. Et ça s'est produit parce que Trump ne leur a laissé aucun autre choix. À force de confondre intimidation, prestige et gouvernance, le Trumpisme finit par produire exactement ce qu'il prétend empêcher. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir. Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.